Les origines de Houille étant inconnues, on ne connaît rien sur les temps préhistoriques, ou les périodes gauloises et gallo-romaines. On n'a trouvé aucun document, objet, monument, qui pourrait nous renseigner sur ces périodes. Au Moyen Âge, le site de la commune est habité à l'époque mérovingienne, car on a trouvé des traces d'habitat mérovingien, au 5e et 6e siècle, dans le quartier actuel dit du Tonkin. Lors des incursions des Vikings, en 845 à 846, ceux-ci s'installent notamment à Charlevannes. La péninsule de Houille sert de cimetière, suite aux massacres perpétrés. Un grand nombre de cercueils de pierre ou de plâtre ont été ainsi trouvés dans un lieu appelé Martret ou Martrois, c'est-à-dire martyr. Une croix y a été élevée, la croix du Martret. Les soubassements de l'église catholique Saint-Nicolas remontent au XIIe siècle, période probable de la création de la paroisse, et sa structure a été profondément remaniée au XIXe siècle. Un cimetière entoure alors l'église. Le cartulaire de Notre-Dame de Paris mentionne, au début du XIIIe siècle, la paroisse d'Eclesiarales. En 1381, les habitants de Houille, comme ceux de Carrière et de Beson, plaident contre Jean de Meudon, dit Bureau, capitaine de Saint-Germain-en-Laye, demandant d'être déchargé du guet qu'ils doivent à ce château. Au XIVe siècle, Houille était une localité, située au sud du chemin menant de Beson à Sartrouville, et était entourée de murailles, avec 4 portes fortifiées et surmontées d'une tourelle. Les portes avaient pour nom la porte de Pontoise, la porte de Paris, la porte de Saint-Germain, et la porte de Saint-Nicolas. Le tracé actuel, des rues de Metz et de Strasbourg, correspond à l'ancien chemin de ronde. Le plus ancien seigneur de Houille, dont on a pu redécouvrir le nom, est Pierre d'Aunoy, ou de Roy. Ce seigneur qui, en 1400, était trésorier de la cathédrale de Laon, était probablement parent des seigneurs d'Orville à Louvres. En 1404, il obtient du roi Charles VI, une exemption à ses vassaux, les habitants de Houille, moyennant qu'ils transportent chaque année à l'hôtel du roi à Paris, 4 charretées de leur feur. Quelques décennies plus tard, la seigneurie de Sartrouville appartient à un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Robert de Baudricourt, fils de Liébaud de Baudricourt, et de Marguerite d'Aunoy. Il tient le château de la Vaudoire, situé au point de départ du Bac, reliant Sartrouville à Maison. À la fin de la guerre de 100 ans, Houille, comme les bourgs environnants, est dans un état déplorable, car ravagé par les différentes troupes de brigands armés, sans foi ni loi. Au début du XVIe siècle, la seigneurie de Houille appartient à la famille Boucher, seigneur d'Orsay. C'est une période de reconstruction. En 1510, c'est Pierre III Boucher, seigneur d'Orsay qui la possède. À sa mort, le 30 juillet 1551, la seigneurie passe aux mains de son fils Charles Boucher d'Orsay, seigneur d'Orsay et de Houille, conseiller au Parlement de Paris. Vers 1560, son fils Pierre Boucher d'Orsay, seigneur d'Orsay, Houilles et Vernois, conseiller des finances à Soissons en 1597, et conseiller au Parlement de Paris, en 1605 en hérite. Houille passe ensuite aux mains de Charles Boucher d'Orsay, seigneur d'Orsay, Houilles et Vernois, également conseiller au Parlement de Paris. En janvier 1598, pendant les guerres de religion, les Huguenots attaquent le village, et malgré les fortifications, s'en emparent, pillent l'église, et s'y fortifient contre les troupes catholiques. Quelques mois plus tard, le 30 avril 1598, la promulgation de l'édit de Nantes calme la situation et met fin aux troubles. Le 5 septembre 1611, Pierre Boucher meurt. Sa femme, Louise Hennequin, se remarie avec Sébastien le Hardy de la Trousse, et met bientôt en vente la seigneurie de Houille. En 1615, Michel Brice devient seigneur de Houille. Entre 1626 et 1629, les 2 ponts, du Pec et de Chatou, sont construits. En 1640, puis 1648, le village est décimé par une maladie incurable car inconnue. Le clocher et la façade de l'église datent de 1651. En 1698, Jean-Baptiste Proust, lieutenant particulier, assesseur civil, police et criminel au Châtelet de Paris, est seigneur de Houille, et du fief appelé Martret.
Il demanda au cardinal de Noailles le déplacement du petit cimetière qui avait servi autrefois à enterrer les pestiférés, qui gênaient sa maison seigneuriale. En 1700, il obtint la permission d'avoir une chapelle dans son château. À sa mort en 1721, son fils, Jean-Baptiste Louis Proust lui succède. À la mort de celui-ci, la seigneurie revient à sa mère, Madame du Martray, veuve Proust, qui revient à sa mort en 1743, à sa fille Geneviève Proust. En 1717, une enquête dans les paroisses de la Généralité de Paris dénombre 137 feux ou habitations à Houille et 199 familles. Il y a notamment un curé, un chapelain, 2 familles nobles et une quinzaine de privilégiés, exemptés de taille, dont une dizaine de bourgeois de Paris, et un garde-chasse des plaisirs du roi. Dans le reste de la population, cette enquête identifie 146 familles d'agriculteurs, essentiellement des vignerons, un tonnelier, un maître d'école, 3 maçons et 2 pauvres maçons, 3 jardiniers, 3 cordonniers, 2 bouchers, 2 fileurs, un tonnelier, un menuisier, un coiffeur, un sergent, un maréchal ferrant, et 5 pauvres. Le dénombrement de 1725 indique 148 feux à Houille, soit environ 740 habitants. L'activité est alors essentiellement agricole, toutefois la pierre de taille est exploitée quelque temps, à la fin du XVIe siècle, et cette activité persiste jusqu'au XIXe siècle. Une étude basée sur le rôle des impôts, toujours dans cette première moitié du XVIIIe siècle, montre que la population de Houille est plus homogène en revenus, qu'en moyenne en Île-de-France, et même qu'à Bezons, commune limitrophe. Ce sont essentiellement des paysans modestes, sans qu'il y ait de grandes fermes. Les terres cultivées sont morcelées en parcelles agricoles. Henri III, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV chassaient l'oiseau d'eau dans la plaine d'Houille, ils y passaient, également, leurs troupes en revue. Houille est alors le lieu de grande chasse royale, d'où le choix du faucon sur les armoiries de la ville. Les clôtures des terres agricoles sont interdites pour faciliter la chasse. Il y avait alors entre Houilles et Carrières, une croix, appelée la croix des dînes-chiens, parce que, dit-on, Henri IV faisait dîner ses chiens en cet endroit, lorsqu'il venait chasser dans la plaine. En 1728, on compte 348 habitants à Houille. En novembre 1783, la seigneurie passe aux mains de Jean-Baptiste Charles-David Vaignon, suite au décès de sa mère, Marguerite Charlotte Proust du Martray, fille de Jean-Baptiste Proust, et épouse de Antoine Jean-Baptiste Robert, seigneur de Mortemer, de Pissy, du parc de Henneval, et autres lieux. La période révolutionnaire est riche en événements. En avril 1790, le droit de chasse est modifié, permettant de mettre en place des clôtures, sur les terres agricoles de la commune. En juin 1791, les habitants de Houille établissent une pétition pour réclamer au sieur de Vaignon, seigneur de Houille, la restitution comme biens communaux de 43 arpents de terre que l'un des seigneurs aurait réunis à ses domaines, vers 1640, en échange de suppression des droits de banalité, et d'une somme de 1200 livres, pour que les habitants puissent réparer les portes qui étaient délabrées. Le 14 Frimaire de l'an 1, le 4 septembre 1792, la municipalité de Houille, qui comporte environ 500 habitants, et fait partie du district de la Montagne du Bon Air, ou Montagne Bon Air, fournit un contingent de 21 citoyens, pour la défense de la patrie. Une souscription est faite pour leur aider à subsister à la défense de la patrie. En décembre 1792, les Auvillois se plaignent de l'état du chemin de Bezons, qui ne leur permet plus de conduire facilement leurs produits agricoles à Paris. D'autant que le seul chemin pour aller à la capitale passe par le bac de Bezons qui est impraticable, environ 3 mois par an. Le 19 pluviose de l'an 1, le 3 février 1793, le citoyen Jean-Baptiste Vaignon déclare se désister d'un terrain de 3 quartiers, et en fait abandon à la commune. Le 28 pluviose de l'an 1, le 16 février 1793, Jean-Baptiste Antoine François d'Esquirou de Sestrières, curé de Houille, et Carrière-Saint-Denis, est arrêté. Le 21 Ventose de l'an 1, le 10 mars 1793, 17 nouveaux citoyens s'enrôlent pour la défense de la patrie.
Le 19 floréal de l'an 1, le 8 mai 1793, un certificat de résidence est délivré aux citoyens seigneurs de Houille, Vaignon. Le 4e complémentaire en 1, 20 septembre 1793, par suite de la destruction des récoltes, due à une gelée tardive au printemps précédent et par la grêle du mois de juillet, les Auvillois demandent une réduction d'impôts et un secours. Le 9 Vendémiaire en 2, 30 septembre 1793, la population manque de pain. L'aide de secours, qui parviendra le 28 Brumaire de l'an 2, 18 novembre 1793, se compose de 49 setiers de blé et 31 de seigle afin de pouvoir ensemencer les terres. Une période de disette commence qui pèse sur le climat social. En octobre, pour aider à l'effort de guerre, 2 des 3 cloches de l'église sont transportées à Saint-Germain, pour servir à la fabrication des canons, et la grille du chœur de l'église est transformée en pique, pour armer les 3 compagnies de la garde nationale de Houille. Le 27 Brumaire de l'an 2, le 17 novembre 1793, le Conseil général de la commune décide d'offrir à la Convention nationale tous les ornements, vases sacrés et argenterie de l'église pour le service de la patrie. Le 1er Nivose de l'an 2, le 21 décembre 1793, le citoyen Jean-Baptiste de Vaignon ci-devant seigneur de Houille est déclaré tenu de remettre dans les 3 jours à la municipalité tous les titres féodaux pour être brûlés, faute de quoi il sera déclaré suspect et traité comme tel. Le Conseil général arrête également que le citoyen Vaignon sera obligé, dans les 8 jours, de faire démolir la voûte dite de maison qui, par un privilège aux dépens des autres citoyens de Houille, lui permet d'aller d'une pièce dans l'autre, mais gêne tous les habitants, qui ont besoin de passer dans ce chemin avec des voitures. Le 10 Nivose de l'an 2, le 30 décembre 1793, le citoyen Vaignon remet tous ses titres féodaux à la municipalité, qui les brûle sur la place publique. Au 25 Nivose de l'an 2, c'est-à-dire 14 janvier 1794, ce sont désormais 60 jeunes Auvillois qui sont sous les drapeaux comme enrôlés volontaires pour la défense de la République. Le 12 Ventose de l'an 2, le 2 mars 1794, les habitants adressent à l'administration du district de la Montagne Bon Air, une pétition concernant l'état du chemin de Beson. Durant le mois de Messidor, la disette continuant, des distributions de grains sont faites aux nécessiteux. En Vendémiaire de l'an 3, 200 personnes qui ne possèdent pas de terre, manquent de pain. Il ne faut pas oublier, que jusqu'à la fin du XIXe siècle, Houille est principalement une commune agricole, qui vit au rythme des saisons, des récoltes et également des vendanges, la vigne occupant plus de la moitié des terres. En 1808, la construction d'un pont à Beson commence. Le tablier reste en bois, seules les piles sont en pierre. L'ouvrage est inauguré en 1811, par Napoléon Ier lui-même. L'empereur, il est vrai, était intéressé pour se rendre plus facilement au château de Maison, où habite la veuve du maréchal Lannes, la duchesse de Montebello. La même année 1811, débute la construction du pont de Maison, qui ne se termine que 11 ans plus tard, suite aux périodes troublées qui marquent la fin du Premier Empire. La boucle de Seine est de mieux en mieux reliée au reste de la région parisienne. Les changements de régime se succèdent en France. En 1814, la municipalité prête serment de fidélité à Louis XVIII, roi de France et de Navarre. En avril 1815, elle prête serment d'obéissance aux constitutions de l'Empire et de fidélité à l'empereur. En septembre, c'est un nouveau serment de fidélité à Louis XVIII. En 1822, le cadastre est établi, dans un but fiscal et conformément à la loi de 1807. La propriété composant les anciennes seigneuries est toujours possédée par Jean-Baptiste de Vaignon. L'arrivée du chemin de fer en 1841 métamorphose le village. Passant du statut de campagne à celui de banlieue de Paris, où il voit sa population croître régulièrement jusqu'à la fin des années 1960. En 1843, une station de chemin de fer sur la ligne Paris-Rouen est ouverte. Elle est fermée par la suite. À partir de 1850, la population s'accroît par l'installation définitive d'un certain nombre d'ouvriers de la Compagnie des chemins de fer.
Ils sont rejoints par les provinciaux, attirés par les emplois qu'offre la capitale. Houille passe ainsi de 299 maisons en 1851 à 580 en 1896. En 1855, la municipalité acquiert la place des Tilleuls, qui appartient à Monseigneur de Saint-André pour la somme de 55 000 francs. L'ancienne seigneurie de Houille est transmise de génération à génération et de fille en fille, d'où des changements de patronyme des détenteurs. En 1852, ces propriétés appartiennent ainsi à Monseigneur le Chartier de Bezévillette, puis en 1865, à Madame veuve de Manoury de Croisille. Cette propriété du château d'Houille, vestige de l'Ancien Régime, est ensuite morcelée, divisée et vendue à la fin du XIXe siècle. Jusque vers 1880, Houille est principalement une commune agricole. Cette activité agricole évolue. On y cultive des melons, fort recherchés à Paris, et des vignobles. En 1898, la vigne produisait environ 2600 hectolitres de vin, soit un rendement de 65 hectolitres à l'hectare. Le vin qui ressemble au vin d'Argenteuil est produit à partir du cépage piccolo, auquel on doit l'expression picolé, et qui est parfois si mauvais, qu'on le surnomme le « cramponne-toi au bord de la table ». Houille, Sartrouville, Chanteloup et Truyelles ont été d'importantes communes vinicoles au XIXe siècle. Mais le phylloxéra atteint ces territoires à la fin du siècle. Il anéantit la totalité de la vigne. Parallèlement, cette activité subissait déjà depuis quelques décennies, avec le chemin de fer, la concurrence des vins du Midi, où les vignobles bénéficiaient d'un climat plus favorable. La vigne n'est pas replantée. Jusqu'au début du XXe siècle, les principales cultures étaient le blé, l'avoine et les asperges. Il y avait également un très grand nombre de vignes, de cerisiers et de pruniers. On y cultivait également des fourrages, des racines, des betteraves, en particulier pour la nourriture du bétail, des pommes de terre et quelques légumes comme les poireaux, navets, carottes. En 1864, la ville se modernise et des travaux pour l'assainissement et la salubrité publique sont effectués par le remplacement des ruisseaux placés au milieu de la chaussée, rue de Paris, de l'église et de Saint-Germain, par des caniveaux. En 1866, la municipalité demande l'ouverture d'une nouvelle station de chemin de fer pour les voyageurs. La station de chemin de fer de Houille est enfin ouverte aux voyageurs. À partir de 1869, les rues sont éclairées au pétrole, uniquement en hiver toutefois. La ville s'étend par des lotissements successifs. Un terrain est ainsi acquis par Paul-Émile Faucon, chef de bureau au ministère de la Marine, pour y édifier une maison de campagne au 26 rue d'Argenteuil, devenue aujourd'hui l'avenue Victor Schœlcher. Durant le siège de Paris, où il sert de point d'observation aux vedettes prussiennes qui, couchées sur le talus qui précède le pont des Anglais, suivent les mouvements de la garnison du fort du Mont-Valérien. Le 9 octobre 1870, la cavalerie prussienne occupe la ville qui est alors régulièrement bombardée par les batteries françaises. En 1871 et 1872, la place des Tilleuls, formée d'un grand nombre de fossés bourbeux et fangeux, est assainie. Elle devient une des places centrales de la commune, dénommée aujourd'hui la place Michelet. En 1872, le conseil municipal autorise l'achat de la propriété Verdier, rue de Paris, pour y installer la mairie et les écoles. L'ensemble est inauguré en 1874. L'eau courante et le gaz arrivent à Houille en 1875 et 1877. Le bureau de poste s'installe en 1880 et le télégraphe l'année suivante. La propriété d'Émile Faucon est occupée à partir de 1876 par un de ses amis, le sénateur Victor Schœlcher, l'auteur du décret d'abolition de l'esclavage, et ancien sous-secrétaire d'État à la marine et aux colonies. Il y meurt en 1893. Un marché est créé en 1883, mais il périclite. En 1898, un nouveau marché est créé. En 1886, les premiers égouts sont construits. Un nouveau bâtiment est inauguré en 1903, pour faire office de mairie, s'appuyant sur une construction privée, rachetée par la commune.
Des bâtiments scolaires sont édifiés juste à côté, ces établissements sont dénommés aujourd'hui École Jules Guesde et Félix Toussani. Houy possède aussi diverses entreprises de taille familiale, fours à chauser à plâtre, tuileries, briqueterie, poterie, scierie mécanique, filature, papeterie, distillerie, tannerie, et d'autres. L'exploitation de la pierre à bâtir s'arrête progressivement à la fin du 19 et début du 20e siècle. Les routes s'améliorant, des pierres de meilleure qualité sont extraites pour les constructions en Île-de-France de sites plus éloignés, puis le ciment remplace la pierre. Des champignonnières s'installent dans ces carrières désaffectées, le fumier de cheval nécessaire se trouve facilement, et la demande est significative. Cette activité de remplacement va durer jusqu'au XXe siècle. La construction de ponts à Sartrouville et Beson, d'axes routiers et le développement des transports en commun, chemins de fer attirent sur le territoire des populations parisiennes, ayant de plus en plus de difficultés à se loger sur Paris intramuros, et des populations d'origine provinciale, travaillant à Paris et dans l'ouest francilien. Cette période, aux limites des 19e et 20e siècles, est aussi celle de la création d'associations et de clubs sportifs, notamment la Renaissance, en 1869, et l'Avant-Garde en 1894. L'Avant-Garde est une société agréée par le gouvernement, qui, initialement, prépare physiquement les futurs recrues militaires et qui évolue progressivement vers un rôle de club sportif, un club qui existe toujours. En 1902, l'Avant-Garde organise sur la commune un concours national de gymnastique, avec la participation de plus d'une vingtaine d'autres associations similaires. Une union vélocipédique est créée également en 1895. En 1904, le contrôle de la municipalité de la commune échappe aux familles d'agriculteurs et passe aux nouveaux arrivants. Le 9 octobre 1920, un accident ferroviaire important, avec plus d'une quarantaine de morts, se produit en gare de Houy, suite à une succession de défaillances, sur un train de marchandises, puis un train de voyageurs qui suit. Pour répondre aux exigences nouvelles, en termes d'hygiène dans la ville, alors que les habitations disposent encore rarement de salles de bain, des bains-douches sont construits dans le parc jouxtant la mairie. Ouverts en 1922, ils resteront en activité jusqu'en 1978. En 1923, un projet d'urbanisme prévoit l'annexion à Houy de territoires de Beson et de Carrières-sur-Seine, afin de porter ses limites jusqu'à la Seine pour en faire une ville de 40 000 habitants, et y construire un port. Les différentes crises mettent un terme à ce projet. La période de l'entre-deux-guerres reste pour autant une période de densification progressive de l'urbanisation. Des parcelles agricoles ou maraîchères se transforment en lotissements, avec une forme caractéristique du morcellement pavillonnaire. L'ossature vière qui se constitue est quasiment identique à celle que l'on retrouve à la fin du XXe siècle ou début du XXe siècle. De nouveaux établissements scolaires ouvrent, comme l'école Ferdinand Buisson, en 1932, ou l'école Velter, en 1938. Concernant les communications, l'importance prise par la distribution de courriers, et par l'émission-réception de télégrammes, conduit à édifier un nouveau bâtiment, plus important, pour les postes et télégraphes. Il ouvre en 1938. Seconde Guerre mondiale et centre de la Marine nationale. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, une activité sur les moteurs d'avion, de la firme Hispano-Suiza, s'installe, dès 1939, en repli dans les carrières. Le ministère de l'Air réquisitionne à cet effet 35 hectares de ces carrières, situées au lieu-dit Les Alouettes. Suite à l'invasion allemande de 1940, la Kriegsmarine réutilise l'emplacement de 1940 à 1944, Torpedo Arsenal Ouest. L'arsenal de torpilles est commandé successivement par le contre-amiral Clamor von Trotta, du 16 juillet 1942 au 25 février 1943, le contre-amiral Werner Lindenau, du 26 février 1943 au 14 juillet 1943, et le capitaine de vaisseau Erich Rehmann, du 15 juillet 1943 au 25 août 1944. La marine allemande y fabrique des torpilles mais aussi des V2.
dans la commune, des actes de résistance, tels que des sabotages, en liaison avec les cheminots, ou des attentats contre les Allemands ont lieu durant l'occupation. L'usine Arts-et-Bois devient un foyer de résistance communiste. En août 1944, les FFI déplacent un train de munitions prêt à sauter en gare de Houille. Le 25 août, les Allemands détruisent partiellement l'arsenal et s'enfuient. Le 26 août, des femmes tondues, accusées d'avoir fraternisé avec l'ennemi, sont exhibées sur un camion, une manifestation qui sert visiblement d'exutoire à une partie de la population. En 1945, l'ancien centre Hispano-Suiza, enterré dans les carrières puis réutilisé par les forces allemandes devient propriété de la Marine nationale, et est dénommé centre du commandant Millet, du nom de Georges Millet, commandant du sous-marin Proté, mort au combat en 1943. Jusqu'en 2000, le centre de la Marine nationale, appelé centre du commandant Millet, accueille le commandement de la force océanique stratégique, FOS. Ce PC de la fosse pilote en particulier l'activité des sous-marins nucléaires lance-missiles balistiques, qui représentent l'essentiel de la puissance de destruction des forces nucléaires stratégiques françaises, aux ordres du chef de l'État. Il héberge ensuite une partie de la Direction centrale des systèmes d'information de la Marine nationale, DECIM, intégrée en 2008 à la Direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, DIRISI, de la Défense. Le centre Millet accueille également le commandement de la gendarmerie maritime, ainsi qu'un centre servant d'accueil à la journée défense et citoyenneté, JDC, et le pré-presse de la marine, service résiduel d'une imprimerie importante jusque dans les années 1990, située dans les anciennes carrières. En 1977, Eugène Seleskaovitch devient le maire de Houille. C'est un maire communiste, élu grâce au programme commun, signé quelques années auparavant entre les partis communistes, socialistes et radicaux de gauche, permettant à ces partis de regrouper leurs forces électorales. Cette élection marque le retour de la ville de Houille, dans la ceinture rouge autour de Paris. Un nouveau projet urbain voit le jour à cette époque, imaginé dès le début des années 1970. S'appuyant sur une structure d'opération financière permettant d'associer des promoteurs privés, les ZAC, zones d'aménagement concertées, le plan prévoit la réalisation d'une ville faite de tours et de pyramides, devant porter à 50 000 habitants la population de la commune. Quelques immeubles sont construits dans le cadre de la ZAC, Pharaon en 1982, Genet en 1982, Rille de Brent en 1984, Georges Brassens en 1984, Hoche-Marceau en 1984, et Michelet en 1986 et 1987. Les bâtiments ont une hauteur de 5 à 8 étages, plus élevée que celle des résidences collectives. Ce sont le plus souvent des constructions sur dalles, caractéristiques de l'urbanisme des années 1970. Mais les élections de 1984 sont difficiles pour le conseil municipal de gauche et son maire communiste. L'électorat écologiste, peu favorable au béton et à cette conception de l'urbanisme, en est l'arbitre. Les projets suivants sont suspendus. Les immeubles construits gardant une emprise au sol limitée. Ils sont à proximité immédiate du centre-ville et entourés d'un tissu urbain plus traditionnel. Ils ne constituent pas un ghetto aux confins du territoire communal, comme dans d'autres communes de banlieue. En 1989, le Parti communiste français perd 9 des 26 communes qu'il détient en Île-de-France, dont Houille et Sartrouville, juste à côté. C'est le déclin de la banlieue rouge, qui se traduit à Houille, par la victoire de la droite dirigée par Alain Mayette, pour un mandat. Celui-ci se lance dans d'autres opérations de rénovation, notamment dans 2 quartiers, autour de l'église, un quartier des années 1930, et autour de la gare, privilégiant dans les 2 cas, des petits immeubles de standing. Les 2 projets provoquent des expropriations pour finalement s'enliser durablement. En 1995, Alain Mayette est battu par un candidat sans étiquette ou divers droite, Alexandre Joly, régulièrement réélu depuis.
que ce soit aux élections de 1984, 1989, 1995, le cadre de vie et la qualité de vie dans la commune sont désormais des thèmes au centre des débats des élections municipales. La cité de transit de la Vaudoire est définitivement détruite en 1999. Le projet d'aménagement autour de l'église aboutit dans les années 2010 et celui autour de la gare est toujours en cours dans la même décennie. Réminiscence de la Seconde Guerre mondiale. La résidence Rildebrand porte ce nom en mémoire d'un résistant communiste, Robert Friedrich Wilhelm Rildebrand, né le 12 mars 1912 à Hambourg en Allemagne. Blessé en 1920, au cours de la Révolution allemande, le Secours Rouge International le confie à une famille auvilloise, M. et Madame Chapelle, il exerce le métier de plombier-couvreur. Il participa au mouvement de 1936. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il entre dans la résistance, et commande le détachement franc-tireur, et partisan Jean Baillet. Arrêté par la police française, le 6 octobre 1943, il est interné à Fresnes, puis fusillé au Mont-Valérien, le 7 mars 1944. Une stèle a été dressée en son honneur, après la guerre, et se trouve au début de la rue Camille Pelletan. La rue Joseph-Douar tient son nom d'un ancien distributeur de journaux quotidiens originaire de Bonnemaison, arrivé à Houille en 1935. Le 21 août 1944, alors qu'il traverse la Seine en empruntant le pont de Beson, il est arrêté par les Allemands et fusillé sur la Berge, côté Nanterre, pour avoir eu en sa possession des journaux contre l'occupation. Le 6 novembre 1944, la ville donne son nom à la rue où il habitait. Il est inhumé à Argenteuil, Val d'Oise. L'école Guillaume et Jean de Trave tient son nom de Jean-Charles Bernard de Trave, né le 9 janvier 1913 à Beillan, commune de Saint-Sevé en Charente-Maritime. C'est le fils d'Antoine Guillaume de Trave, qui fut maire de Houille de 1930 à 1941 puis restauré dans ses fonctions à la Libétation. Il fait ses études, à Paris, au lycée Condorcet en 1923. Il est reçu à l'école des mines de Paris en 1933, puis à l'école d'artillerie de Metz en 1937, d'où il ressort sous-lieutenant, et rejoint son père à la SNCF. Lieutenant de réserve, en 1939, il commande une batterie de DCA, et reçoit la Croix de guerre avec étoile de bronze, et une citation de l'ordre de l'armée. Il est démobilisé en 1940 et reprend ses fonctions d'inspecteur divisionnaire à Évreux, et entre en résistance en 1940. Il est arrêté par la Gestapo le 20 mai 1944 et interné. Il est mis au secret à Évreux, puis à Fresnes. Il est transféré à Compiègne, le 26 juillet 1944, et déporté à Buchenwald, le 17 août 1944, le dernier convoi, puis transféré au commando de Gandersheim. En 1945, les SS font évacuer le commando, en direction de Dachau. Le 21 avril 1945, il meurt d'épuisement dans un wagon, son corps est déposé à Sissenice, puis rapatrié 9 ans plus tard à Sarlat. La rue Pierre-Clavillier tient son nom d'un résistant auvillois qui résidait dans la rue de Sex. Né le 12 septembre 1895 à Talisa, c'était un ouvrier maçon, membre des FFI, qui est pris comme otage à Sartrouville, puis fusillé le 5 août 1944, à la Frette-sur-Seine. La rue Pierre Desjardins tient son nom d'un résistant né le 15 décembre 1914, sur l'île de Bréa. Membre des FFI, il est mortellement blessé le 26 août 1944 à Houille, alors qu'il essayait, avec un groupe de résistants, de bloquer un convoi allemand. Plusieurs résistants ont également été tués, dans ces combats de rue. L'école et la rue Francis-Julian tiennent leur nom du résistant communiste auvillois, Francis Florent Julian. Né le 14 mai 1926 à Paris, membre des FFI, il est tué le 27 août 1944, à Aubonne, à l'angle de la rue Gabriel-Péri et du boulevard de la Mairie, alors qu'il essayait de couper la route de Paris, aux colonnes allemandes chassées, par le 4e escadron du RBFM, de la 2e division blindée, qui arrivait d'Anguien.
Outre sa mention sur le monument aux morts de la ville, une stèle commémorative, portant son nom parmi 11 autres noms de morts pour la France est érigée, sur le mur de l'ancien cimetière de Houille. Une autre stèle commémorative de la Résistance en son honneur est également située à l'angle de la rue Gabriel-Péri et du boulevard de la Mairie, dans les jardins de l'actuelle école de musique municipale d'Aubonne. La rue Pierre-Marie Le Frappé tient son nom d'un résistant auvillois, domicilié au 35 rue Lavoisier. Né à Camors, membre des FFI, il est blessé à Houille, le 25 août 1944, au cours de la Libération, et décède des suites de ses blessures, le 27 août 1944, boulevard Jean Jaurès. La rue Pierre Lamandé, alias Ria, tient son nom d'un résistant communiste auvillois, né le 29 octobre 1918 à Paris. Membre de l'UFE, puis de l'UEC, il passe à la lutte armée au sein des FTP. Il est arrêté le 3 juillet 1943, pour possession d'armes et de matériel militaire, et condamné à mort le 1er octobre 1943, par un tribunal militaire allemand, et fusillé le 6 octobre 1943, au Mont Valérien. Mes sources proviennent de Wikipedia.com.